Donc, je démarre mon troisième cours Qراية في الدار, sur une partie qui est relative à la connaissance du consommateur. Je vais passer en mode full screen et donc je verrai plus les retours. Merci Sikarim pour le retour sur les diapos. Donc, comme je vous disais, je vais être en full screen. Je vais pas avoir la capacité de voir les commentaires. J'y reviendrai de temps à autre pour pouvoir voir s'il y a des questions. Donc, je démarre à la barakatillah. Donc, nous entamons mon troisième cours sur une partie qui va être relative à la connaissance du consommateur. Je sais qu'il y a pas mal de cours qui se sont attelés sur cette partie-là, notamment avec le marketing stratégique. Je pense avec Reda. Je pense également aux cours sur les études de marché avec Siebozid, je pense. Et donc, je vais vraiment m'atteler à une partie qui est beaucoup plus relative à une partie du marketing opérationnel. Donc, ça va être straight to the point et ça va être plutôt de manière, je dirais, assez résumée et assez directe avec des actions directes. Donc, la connaissance du consommateur, c'est une partie qui est super importante et stratégique en marketing sur tous les niveaux. Je dirais même que on peut rien faire sans cette partie-là. J'ai démarré mon premier cours là, je pense le premier cours sur Qراية في الدار avec cette notion qui est au cœur de la connaissance du consommateur. Et je vais vraiment parler avec une posture ou un postulat qui est beaucoup plus en ligne avec ce que font les entreprises, en tout cas les multinationales, et j'y reviens souvent. Le but vraiment de mon intervention ici est de vous donner, en tout cas donner aux étudiants ou aux personnes qui sont intéressées en marketing, non seulement un aspect ou une vision sur les théories, mais aussi sur ce que font vraiment les marketeurs, en tout cas les multinationales qui sont très poussées en application marketing, ce qu'ils font dans la réalité avec leur marketing. En tout cas, c'est un challenge qui me tient vraiment à cœur. À chaque fois que j'ai la chance d'intervenir pour donner des cours en marketing, que ce soit à l'ISCAE, à NCG ou à l'ESIG ou à n'importe quelle école où je vais intervenir sur des problématiques autour du marketing, ce que j'essaie d'apporter aux étudiants, c'est non seulement ce que la théorie marketing dit, mais aussi ce que la pratique dans la réalité marocaine, en tout cas les meilleures pratiques, j'ose penser que ce sont les meilleures pratiques sur le marché, essayer de les rapporter également aux étudiants et à toutes les cibles intéressées par le développement de connaissances en marketing. Donc, quand on parle de cible en marketing, soyez très attentifs à cette partie. On ne parle pas d'une seule cible, on parle toujours de deux cibles. Un strategic target, donc une cible qui est le stratégique ou la strategic target, et un cœur de cible. Pardon, là, il y a une petite erreur. Donc, le cœur de cible. Donc, il y a toujours ces deux notions qui sont auxquelles vous devez vraiment faire attention. Et j'ai parlé lors de mon premier cours, j'ai parlé de cette notion et j'ai essayé d'expliquer que l'un des meilleurs cas qu'on donne au monde en termes de ciblage, c'est BMW Worldwide qui a une large gamme de catégories de produits et qui va de la BM série 1 à la BM série 7 par exemple. Et vous allez avoir des cibles complètement différentes pour chaque type de voiture. Et ça n'empêche que vous allez toujours avoir quelqu'un hors de votre cœur de cible qui va acheter votre produit. Cela constitue une stratégique target, mais on sait que une certaine catégorie de produits va être intéressée à acheter tel ou tel produit. Analysons par exemple le cas de la téléphonie mobile, qui est un cas très simple et vivant, qui va nous parler à tous. Un iPhone, un iPhone 11 ou un iPhone X, c'est un produit pour une cible, allez, je dirais assez jeune, qui a les moyens d'acheter. Donc une certaine CSP A ou B par exemple, pour être plus spécifique. En termes d'âge, on va être peut-être sur du 18, allez, 40 ans ou 45 ans. Mais ça n'empêche pas quelqu'un qui a 50 ans ou 55 ans, qui soit d'une CSPC, à aller acheter ce produit-là.
Maintenant, il va pas constituer notre cœur de cible. Il y a une certaine cible qui va nous acheter en quantité, qui va nous acheter en récurrence peut-être. Donc cette cible-là, c'est notre cœur de cible. C'est avec cette cible-là qu'on va faire la majorité, la grande partie de notre business. Maintenant, ça n'empêche que on va avoir une autre cible qui va être une strategic target qui est large, qui va nous acheter quand même, mais pas en qualité, pas en quantité par rapport à un cœur de cible. Donc voilà, je tiens vraiment à souligner ces notions. Je suis très lourd sur ces notions-là qu'il faut vraiment étudier avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de détails pour pouvoir établir un chiffre d'affaires se basant sur des statistiques relatives à chaque cible. Donc, on a parlé de cible. La question qui en découle quand on parle de cible, cœur de cible ou strategic target, c'est comment on peut approcher la connaissance de cette cible-là. Donc, pour être dans des choses concrètes, la démarche pour aller comprendre ou connaître une cible ou constituer une cible est très méthodique. Donc, elle repose sur des aspects démographiques, sur des variables démographiques, mais également sur des variables statistiques. Je pense que c'est sur la partie variable statistique, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné comme il le faut, parce que c'est quelque chose qui relève vraiment du domaine des professionnels du marketing et des multinationales qui vont vraiment utiliser cette partie-là à bon escient et surtout qui vont la mobiliser pour pouvoir builder leur chiffre d'affaires. Donc je reviens sur ça en dernier lieu. Je démarre par les variables démographiques. Donc j'ai envie de connaître une cible, je vais la connaître à travers son âge. Je suis dans le business du cinéma, j'ai ouvert des salles de cinéma. Je sais que j'ai un certain cœur de cible qui peut être relativement jeune, qui sont des gens qui sortent, qui vont être appartenir à une certaine classe sociale, mais l'âge peut être vraiment prépondérant pour pouvoir établir cette cible-là. Ça n'empêche que je vais avoir des seniors, des gens qui ont 60 ans et plus, qui vont s'intéresser au cinéma aussi, qui vont venir voir des films, des adultes aussi, mais je peux avoir un très bon cœur de cible qui est constitué de jeunes qui vont sortir, qui va avoir par exemple un rendez-vous hebdomadaire. Vous allez retrouver pas mal de jeunes qui vont avoir un rendez-vous récurrent, hebdomadaire, pour aller voir des films par exemple. Le genre peut être un target aussi. Si vous êtes par exemple dans la mode féminine, dans l'habillement féminin, vous êtes dans un business de genre à 100%. Si vous êtes dans le business du rasage, ben vous êtes sur un ciblage homme à 100% sur les rasoirs hommes, et vous pouvez être sur un autre business sur des rasoirs femmes. Et dans ce cas, le genre est capital dans la détermination de le genre ou sexe va être déterminant dans la constitution de votre cible. Le working status, est-ce que je vais m'adresser à des gens qui travaillent ou à des gens qui ne travaillent pas? Ça peut, avec l'âge, avec le genre, vous amener à affiner l'image que vous avez sur votre cible. Donc le working status est une sous-variable de la grande variable démographique qui va vous permettre de constituer une cible. Est-ce que cette cible-là a des enfants? Et donc, ça va être aussi déterminant. Si vous êtes dans l'électroménager, par exemple, le fait de vous adresser à quelqu'un ou à une cible qui a des enfants peut être une variable prépondérante pour offrir tel ou tel produit. Si vous êtes dans le business, par exemple, c'est un business un peu qui est compliqué dans le target. Si vous êtes dans le business des parcs de jeux pour enfants, ben, vous savez que vous avez deux cibles, par exemple. Vous avez une cible enfant, qui va être le consommateur final de votre activité, mais vous avez aussi une cible prépondérante qui va être le buyer, qui va être celui qui va acheter le service, qui est le parent. Si vous êtes par exemple, dans un business de lait pour enfants, par exemple, vous êtes aussi dans ce cas-là. Donc, ce qui vous intéresse, c'est de connaître une cible parent qui a des enfants, mais la large partie la grande partie de votre communication va être une communication parent. Et là, vous allez vous intéresser aux enfants comme étant un critère pour identifier votre cible. Si vous êtes dans le business des couches, par exemple, des couches pour enfants, là aussi, la variable prépondérante va être le nombre d'enfants qu'a votre cible.
par exemple. Donc, on peut avoir une sous-variable aussi qui est l'éducation. L'éducation peut vous amener à affiner également votre cible. Le housing, ce qu'on appelle le housing, c'est le type de maison, le type d'habitat de votre cible. Vous êtes, par exemple, une société d'aménagement d'espaces verts. Ben, ce qui vous intéresse, c'est de connaître le nombre de villas euh, que vous avez dans un certain périmètre et qui peuvent être éventuellement des clients pour vous parce que vous avez des solutions d'arrosage ou des solutions d'engrais ou des solutions de gazon ou des solutions d'entretien d'espaces verts en général. Donc, ce qui va vous intéresser, c'est le housing de votre clientèle. Si vous attaquez des zonings où il y a 100% d'immeubles, vous avez peut-être une cible B2B qui va être assez réduite versus si vous attaquez à des zones où il y a exclusivement des villas et où vous pouvez retrouver votre clientèle cible. Donc ça, c'est la partie démographique. Une autre partie qui est extrêmement intéressante, qui est, comme j'ai dit, assez négligée en études théoriques en marketing. En tout cas, quand je dis négligée, c'est un avis personnel. Je ne suis pas en connaissance parfaite de toutes les manières dont le marketing est enseigné au Maroc. Donc, ça revient de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu autour de moi. Et donc, je dis ça avec de grandes, entre parenthèses, avec de grandes guillemets. Donc, pour moi, cette partie statistique, c'est quelque chose qui se démarque de manière assez intéressante chez les multinationales. Et on va voir que cette cible-là, elle est connue à travers toute la partie démographique que je viens de citer en haut, mais que statistiquement, on a une connaissance qui est assez pointue de notre cible. Donc, on est dans n'importe quel business, l'une des variables capitales qui peut nous aider à comprendre, valoriser notre marché, c'est de comprendre en valeur absolue, pardon, c'est de connaître en valeur absolue combien de consommateurs on a dans notre périmètre. Dans un périmètre géographique X, ben nous allons être en connaissance, avoir la capacité de connaître notre cible en valeur absolue. Est-ce qu'on parle d'1 million de clients? Est-ce qu'on parle d'une centaine de clients? Est-ce qu'on est dans du micro-marketing et là on a des milliers, des centaines de clients? Est-ce qu'on est dans du macro et on a des millions de consommateurs? Vous êtes dans le business de l'eau par exemple, de l'eau plate, ben votre target c'est des millions de consommateurs, vous devez les connaître, vous devez connaître la part de marché de votre concurrent pour pouvoir estimer combien de clients vous devez servir. Donc, nombre de clients en valeur absolue, pourcentage de la population globale. Je suis sur un business de l'eau, par exemple, de l'eau minérale, et donc je sais que 50% par exemple de la population marocaine va être mes clients. Va constituer, pardon, des clients potentiels. Donc 50% de la population, on est sur 40 millions de consommateurs, 40 millions de personnes au Maroc, par exemple. Je sais que j'ai une population potentielle à servir de 20 millions. Maintenant, il faut quand même avoir affiné cette démarche-là avec tout le jeu concurrentiel, donc combien je vais servir, quelle est ma capacité de distribution, etc. J'ai parlé au tout début de mon intervention sur la cohérence au marketing. Ben, il faut savoir que tout est cohérent, la distribution est cohérente, l'achat média est cohérent, tout est cohérent avec cette partie relative à la connaissance de votre cible. Quel est le pourcentage du volume de la catégorie? Donc j'ai une cible X, par exemple 1 million de consommateurs. Ces consommateurs-là font partie d'une large cible de consommateurs d'une catégorie. Je suis par exemple dans du café de luxe. Je sais que j'ai 10 millions de consommateurs de café au Maroc. C'est un exemple hein, tout bête. Et j'ai 1 million de consommateurs premium. Donc je peux dire que le volume de ma cible premium, qui est 1 million de consommateurs, va être 10% de la catégorie globale de consommateurs de café, par exemple. Quel est le pourcentage de la pénétration de votre marque dans cette catégorie? Donc là aussi, on est dans des niveaux assez, je dirais, des niveaux assez multinationaux. Donc c'est les multinationales qui vont savoir, qui vont piloter parfois avec beaucoup de finesse ces taux de pénétration comme étant des indicateurs clés du business et du développement du business. Donc on va essayer de comprendre ma marque ou ma catégorie, le taux de pénétration d'ILA sur le marché marocain, la cible dans des circuits de distribution, etc. Et puis, il y a une notion ou une sous-variable, enfin de la partie statistique, qui est
très pointu, encore pointu que tout ce que j'ai partagé avec vous. Donc, ça s'appelle la part, le pourcentage de la part d'estomac. Je suis dans le business du food. C'est un indicateur qui est intimement lié au food marketing, donc tout le business du food en général. Et donc, je vais me dire quelle est la part de la consommation, quelle est la part d'estomac de ma catégorie ou de mon produit dans tout ce que consomme mon consommateur cible ou stratégique target. Donc, c'est des choses qui sont très pointues chez des multinationales, que ce soit le business du soda, que ce soit le business des produits laitiers, que ce soit le business des fromages, donc plein de business, le business du thé par exemple. Donc ces multinationales vont s'intéresser à ce business pour voir est-ce qu'il y a des changements, par exemple, et piloter ce type d'indicateur dans le temps va permettre de comprendre l'évolution du comportement de consommation chez une clientèle cible. Donc, j'ai parlé de dans cette rubrique comment identifier une cible à travers des variables démographiques et des sous-variables, des variables statistiques et des sous-variables statistiques. Mais ce que j'écris ici en rouge, comme j'ai évoqué cela dans le deuxième cours, rien ne remplace une description qui est riche, détaillée, surtout colorée de votre cible avec des insights réels, avec des choses qui sont rapportées à la réalité marocaine, à la réalité culturelle du pays où vous intervenez. Donc, combiner ces trois démarches, une connaissance démographique détaillée, une connaissance statistique pointue détaillée, et puis une description riche, colorée, contextualisée, surtout culturellement, c'est quelque chose qui va vous donner une image assez, je dirais, affinée. J'aime bien utiliser ce mot quand on parle de cible. Plus vous mettez d'éléments dans votre entonnoir de connaissances de consommateurs, plus vous allez avoir un affinage dans la lecture de votre cible, de votre cœur de cible et votre stratégique target. Donc, plus de détails. Là encore, je rentre dans plus de détails dans la construction de votre clientèle cible. Et là, je reviens vraiment sur des notions assez techniques. Donc, pour avoir plus de détails, pour comprendre plus dans le détail votre consommateur, sur ces différents aspects, vous pouvez enrichir votre connaissance à travers des questions que vous pouvez vous poser. Ces questions sont de différents ordres, différents types, et là, vous allez voir un peu quelles sont les questions qu'on peut se poser pour pouvoir affiner encore plus la connaissance de notre consommateur. Donc, un consommateur, c'est des behaviors. Donc, en termes de behavior, je pense que vous devez voir ça dans votre cours de marketing d'études de marché. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail beaucoup dans le détail sur des notions, car j'imagine que ça va être vu sur le cours études de marché et j'ai pas envie d'en piétiner sur ce cours-là. Donc, votre consommateur, c'est des behaviors. Votre consommateur, c'est des attitudes. Donc, c'est des notions qui sont clés en connaissance du consommateur, en marketing. Comment agit mon consommateur? Quelles sont les attitudes de mon consommateur? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Qu'est-ce qui va le pousser à avoir telle ou telle attitude, telle ou telle croyance? Qu'est-ce qui va le pousser à acheter mon produit? Qu'est-ce qui va le pousser à ne pas l'acheter? Qu'est-ce qui va le pousser à ne pas acheter en quantité et acheter uniquement en détail? Donc, c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre à travers une connaissance ou une identification des attitudes et des behaviors de votre consommateur. L'un des éléments clés, ça va être aussi, comme je n'ai pas cessé de rappeler lors du premier et du deuxième cours, c'est ce qu'on appelle en anglais les purchase barriers. Donc, quelles sont les barrières que j'ai en tant que marque chez mon consommateur? Quelles sont les barrières qui l'empêchent de m'acheter? Quelles sont les barrières qui l'empêchent de me considérer? Quelles sont les barrières tout simplement qui l'empêchent de penser que je suis une bonne alternative pour lui? Et donc, croyez-moi, au cœur de toute réflexion marketing, au cœur de toute exécution marketing, on ne peut absolument pas négliger cette partie relative aux barrières. Je vais parler d'un avis personnel. Pour moi, le marketing, c'est la barrière. Si je devais vraiment résoudre tout le marketing à une notion clé,
c'est la notion de barrière. Si je ne connais pas la barrière de mon consommateur, je ne vais jamais pouvoir lui parler, je ne vais jamais pouvoir adresser ce consommateur. Moi, j'ai assisté à des business ici au Maroc ou à l'étranger qui ont perdu des millions de dollars à cause d'une non-connaissance pointue des barrières de consommation. Je vous parle vraiment de cas qui, rien qu'au Maroc, des business qui ont perdu des centaines de millions de dirhams parce que cette notion de barrière n'était pas présente dans la réflexion marketing. Donc ensuite, il faut essayer de comprendre les insights des consommateurs. L'insight, c'est quelque chose de technique. Je l'ai rappelé lors du deuxième cours, je pense. Je vais le rappeler vers la fin de ce cours parce que c'est quelque chose vraiment de technique en marketing. Je vais être lourd une deuxième fois. Le marketing, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un bien fondé. Ce n'est pas uniquement de l'art, ce n'est pas de belles paroles, ce ne sont pas des personnes qui savent bien parler et qui font usage de leur rhétorique pour avancer des choses. Le marketing est un métier extrêmement technique. C'est un métier d'ingénieur, c'est un métier technique. Donc, j'aime bien utiliser ces mots. C'est le métier de technicien, c'est le métier d'ingénieur parce que les notions auxquelles il faut qu'on s'adresse, c'est des notions techniques qu'il faudra mobiliser d'une certaine manière, d'une certaine façon pour pouvoir aller créer de la valeur en marketing. Dans l'insight, ce n'est pas un récit, c'est quelque chose, c'est une formulation technique qui va nous permettre de mieux approcher notre client. Et je vais revenir sur cette formulation vers la fin de ce cours. Donc, qui est le shopper? Là aussi, on est sur des notions qui sont chères aux multinationales. Donc, je suis dans le business des couches, par exemple. Là, ici, j'ai évoqué le cas des business des couches. Je suis dans le business de la couche culotte pour enfants. Et donc, mon cœur de cible, ma véritable cible, ça va être les enfants. Ça va être les enfants de 0 à 3 ans, à même 4 ans parfois. Et donc, ça, c'est ma vraie cible. Sauf que cette cible-là ne va pas avoir la capacité de m'acheter pour toutes les raisons logiques et imaginables. Donc, dans ce cas, j'ai une cible qui est les enfants, qui est capitale pour que je puisse dresser la cartographie de mon business dans un certain pays. Ici au Maroc, par exemple, on est presque 40 millions d'habitants. Allez, disons 40 millions d'habitants. On peut, si on est dans le business de la couche, essayer rapidement de connaître le nombre de bébés qui sont de bébés au Maroc de 0 à 3 ans, de 0 à 4 ans, et connaître le volume. Donc on sait que un bébé va utiliser 3 couches par jour, par exemple, qu'on a 4 millions de bébés au Maroc, ben, ça peut vous donner une idée sur la valorisation de ce business, en tout cas en volume, le business des couches au Maroc. On peut parler de 4 millions de consommateurs potentiels, de 3 couches par jour ou de 2 couches par jour, multiplié par 365, et ça peut vous donner une idée sur le marché global de la couche au Maroc. Si vous multipliez ça également par le pricing à l'unité, un pricing moyen, disons 1 dirham 5 ou 1 dirham 6, ça peut vous donner une valorisation annuelle du business de la couche au Maroc. Donc, je reviens sur la notion de shopper. J'ai une cible qui sont les bébés dans le business de la couche, mais j'ai un shopper qui est le parent. Donc, j'ai deux cibles. Par exemple, la nourriture, nourriture pour enfants, tout ce qui est lait, toujours dans ce type de catégorie pour bébé, de produits pour bébé, pour enfants, ben j'ai tout le business du food pour bébé ou pour enfants, où j'ai deux cibles encore une fois, ma cible usagée qui va être le bébé ou l'enfant, et ma cible shopper qui est le parent. Dans certaines régions, on va voir que euh, on peut avoir deux types de shoppers. Par exemple, Swaq, في المغرب, في الدواور والسواق, vous pouvez avoir pour les produits lessives une cible féminine. Je ne suis pas sexiste dans ce que je dis, je retrace juste la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Donc loin de moi l'idée d'adresser des problématiques sexistes, mais on sait que c'est parfois l'homme qui va aller au souk, ou aller souk. C'est parfois la femme qui va lui demander d'acheter tel ou tel type de produit, mais ça va être lui le shopper parce que c'est lui هو اللي غادي يمشي يتسوق هو اللي كيشري هو اللي عنده le budget, etc. Donc c'est ce type de différenciation entre votre cible usagée et votre cible shopper est quelque chose qui est
assez crucial en marketing. Ça peut enrichir votre connaissance, la connaissance de votre cible. Le choix du retailer, ça aussi, ça peut vous donner une idée sur votre cible. Vous avez des consommateurs qui vont vous acheter, si on est dans le business FMCG, Fast Moving Consumer Goods, vous allez avoir une certaine cible qui va pouvoir vous acheter en grande surface, une autre cible qui préfère aller chez l'épicier du coin parce que c'est plus proche, ou là parce que عندها le carnet et qu'elle préfère acheter avec crédit. Donc le choix du retailer est quelque chose qui peut affiner la lecture de votre cible. Ça peut vous donner aussi des idées pour aller toucher votre cible. Si votre consommateur est un consommateur qui va acheter exclusivement en grande surface, ben en faisant par exemple, en décidant de mener des opérations marketing, vous pouvez vous dire que c'est intéressant de le toucher à travers des animations in-store, des animations en point de vente, parce qu'il vous achète majoritairement en grande surface. Et donc, cette question sur le choix du retailer, elle va vous donner une clarté sur votre cible, elle va affiner l'image que vous avez de votre cible, mais elle va vous permettre aussi de designer des actions pour pouvoir toucher votre cible chez le retailer. Parfois, les multinationales sur le business FMCG vont faire des animations spécifiques à chez l'épicier, et parce qu'ils savent que leur cible va acheter exclusivement chez l'épicier. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous allez voir des stands en face des épiciers pour déguster des produits, que ce soit le café, les produits laitiers, les produits soda, etc. Alors, question aussi qui est technique et qui est, à mon avis, encore une fois, qui n'est pas très bien enseignée en marketing, en école de commerce, c'est le média portrait détaillé. Votre client, c'est un média portrait. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est sa consommation médiatique, quel est son portrait de media consumption, et ça va vous permettre de designer des opérations de marketing, communication plutôt pointues. On sait, par exemple, par bon sens que les jeunes au Maroc, les 14-18 ans ou les 14-22 ans vont être des consommateurs de médias digitaux à quasiment 90% et qui vont plus voir certaines chaînes télé. Et donc, si demain j'ai envie de les toucher, je dois théoriquement aller sur des médias digitaux pour pouvoir les toucher. Imaginez par exemple le cas où j'ai pas ce média portrait. Si j'ai une cible jeune, 14-18 ans comme cœur de cible, et si je les target à travers des médias presse ou des médias télé, je risque d'uniquement perdre de l'argent. Donc ce média portrait, c'est un document qui est essentiel pour connaître une cible, qui doit être continuellement mise à jour pour pouvoir connaître ma cible dans le détail. Et dans l'absence de ce document, le risque est financier pour le marketing. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que je suis en train de vous décrire, mais le risque que vous avez si vous n'avez pas un média portrait détaillé, assez fin chez votre cible, c'est de dépenser de l'argent pour ne toucher aucune personne de votre cible. Je dépense de l'argent, je ne sais pas quelle est la consommation médiatique de ma cible, je vais dépenser au hasard, donc je m'expose à un risque, ou bien je vais dépenser majoritairement sur un média, tout mon budget, et sur ce média-là, je vais pas pouvoir toucher ma cible. Donc, au-delà du média portrait, quels sont les touch points où je peux toucher ma cible? Je suis sur un business X, je sais que ma cible est constituée d'une cible de 18 à 22 ans. Cette cible-là, elle étudie toute la semaine. Donc, si je veux la toucher, je peux la toucher à travers des opérations dans les facultés, dans les lycées, dans les écoles de commerce ou les grandes écoles en général. Et si je veux la toucher aussi, je sais que le week-end, je vais la retrouver dans des touch points comme la côte, par exemple, si je parle ici à Casablanca, sur des terrains de jeu, de terrains de sport, par exemple, si je m'intéresse à une cible, par exemple, d'une certaine catégorie socio-professionnelle, AB, qui sont beaucoup plus dans les 40-50 ans ou la 40-60 ans. Donc, je peux me dire que je peux les retrouver dans des malls, etc. Et c'est des approches qui peuvent vous permettre. C'est tout ce que je viens de dire, c'est des exemples. Ça ne se rapproche absolument pas de la réalité. Donc,
Ne retenez pas ce que je dis sur les cibles, c'est juste à titre d'exemple et ce ne sont pas des réalités que je suis en train de décrire. Mais ce type d'approche touchpoint va vous permettre de designer des opérations. Si demain, vous avez envie de toucher votre cible et de lui parler de manière directe dans la rue, dans des malls, etc., si vous avez cette liste de touchpoints, ça va vous permettre d'identifier rapidement les lieux où vous pouvez toucher votre cible de manière directe. Et puis, je reviens sur une notion qui se développe de plus en plus au Maroc et partout au monde. Quels sont les gens, les personnes connues qui vont avoir un pouvoir de persuasion sur votre client? Donc, ces types de personnes, si vous les connaissez, ça va vous permettre de les utiliser demain pour pouvoir persuader à votre tour votre client. Je sais par exemple que je suis une marque d'habillement pour sport. Je suis dans le business je suis Nike ou je suis Adidas par exemple. Je sais que une grande partie de ma cible, une large partie de ma cible a des idoles en sport, Ronaldo ou Messi par exemple. Je sais que je peux utiliser ces types de persuaders pour pouvoir avoir de l'impact sur ma cible finale, pour pouvoir passer des messages, pour pouvoir parler de mon produit. Donc au lieu de le faire moi en tant que marque, je peux le faire à travers des gens qui vont avoir un pouvoir de persuasion. Je suis dans une marque technique, je sais qu'il y a un ingénieur connu ou une personne qui a de l'influence sur ce côté-là technique, je peux le mobiliser pour essayer d'expliquer des problématiques. On a un exemple flagrant, énorme au Maroc qui est juste pour moi, à mon avis, parfait. Je donne encore une fois des exemples et c'est un avis personnel. Donc on a Mustafa Swinga qui arrive aujourd'hui à crédibiliser plein de problématiques, à vulgariser plein de problématiques qui sont complexes à expliquer chez des marques, qui a la capacité de le faire aujourd'hui avec toute l'équipe acoustique au Maroc. Et donc, je peux utiliser ce type de personnes pour pouvoir expliquer, pour pouvoir persuader ma cible à comprendre des contraintes techniques ou des problématiques de ma marque. Au-delà de ça, il y a tout le business influencer aujourd'hui qui se développe au Maroc. Donc, je dirais que connaître aujourd'hui sa cible, c'est connaître aussi les personnes qui peuvent influencer cette cible-là. Et donc, je pense que tous, vous voyez le développement d'Instagram et de business de l'influenceur parce que les marques savent qu'il y a des influenceurs qui vont avoir la capacité de persuasion sur certaines cibles. Donc, on va leur offrir des produits, on va leur demander de parler de ces produits, d'expliquer comment ils vont utiliser ce produit-là, de vulgariser toutes les connaissances techniques sur le produit. Et donc, ça va être beaucoup plus simple de faire passer le message à travers un influenceur, un persuader ou quelqu'un qui va avoir cette légitimité technique, scientifique. On va pouvoir mieux faciliter la vulgarisation de l'information, la vulgarisation de l'utilisation d'autres produits à travers ce type de personnes. Donc, on a parlé de toutes les contraintes pour essayer de comprendre, de connaître notre cible. En tout cas, c'est une approche, l'approche que je viens de donner ici, c'est une approche, je dirais, to the point, qui va vous permettre de mobiliser rapidement. Donc, je reviens absolument pas sur des concepts théoriques vagues. Ce que j'essaie à travers mon cours, c'est de vous donner des moyens précis pour pouvoir mobiliser une réflexion autour de la compréhension de votre cible, de votre cœur de cible. Donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser de manière directe. Je pense qu'ils ont besoin encore d'explications, mais je ne le ferai pas sur ce cours-là, vu que je suis sur des choses assez opérationnelles. Je pense que vous allez les voir sur le cours du marketing, des études de marché plutôt. Donc, sur cette partie-là, études de marché, je reviens juste sur une notion clé pour pouvoir mobiliser une réflexion autour des études de marché. En général, il faut faire un planning des études de marché. Comme on fait un planning de communication, le planning des études de marché est quelque chose de capital. Je le vois très rarement chez les entreprises. Les études de marché, c'est des problématiques qui naissent parfois par hasard, parfois parce qu'on est confronté à des problèmes à la dernière minute. Donc, c'est généralement des choses qui se gèrent à la dernière minute en entreprise.
ça ne considère pas toutes les entreprises au Maroc. Ça considère mon point de vue personnel, en tout cas l'expérience que j'ai vécue ou les expériences, les petites expériences que j'ai vécues. Donc, on n'a malheureusement pas dans dans un large spectre des plannings d'études de marché sur l'année. Donc, un planning sur l'année détaillé. Quelles sont les problématiques qu'on a envie d'aborder? Quand est-ce qu'on le fera? Et surtout, qu'on identifie à l'avance les problèmes marketing à résoudre. Il faut le faire à l'avance pour pouvoir se donner le temps de bien faire les choses, de connaître la démarche avec laquelle vous voulez attaquer cette rubrique études de marché. Donc le planning est quelque chose de super intéressant. Comme vous faites un planning pour la communication, comme vous faites un planning pour votre distribution, quand vous faites un planning pour votre chiffre d'affaires, il faut faire un planning pour les études de marché. Euh, le consommateur est au cœur de la création de valeur de votre business. Je dirais que cette rubrique-là est très négligée malheureusement et qu'elle doit être au cœur de toute l'activité marketing. Parler d'études de marché, ça ne veut pas forcément parler de grands budgets. Donc, généralement, on n'a pas d'identification claire chez les entreprises sur le budget. En tout cas, je parle des PME, je parle d'une grande partie des boîtes marocaines. Donc, les multinationales, en tout cas, pas mal de multinationales ont les multinationales, les télécoms, les grandes entreprises ont des départements études de marché qui sont assez touffus. Mais une grande partie des boîtes marocaines, une grande partie des PME n'ont pas, c'est un planning très clair sur les études de marché et aussi sur le budget qu'ils peuvent allouer. On peut avoir un budget en études de marché, ça veut pas dire forcément qu'on va dépenser des centaines et des centaines de milliers de dirhams. Ça peut être des budgets en quali qui peuvent être pointus et intéressants. Le conseil que je donne à tout le monde, en tout cas, c'est un conseil professionnel. Si vous n'avez pas la capacité d'aller sur de grandes études de marché, allez sur des petits qualis, aller sur des petits groupes. 5 groupes en quali, c'est pas quelque chose qui coûte énormément cher. Et en termes d'information et en termes de retour, ça peut être juste incroyable. Ça peut être juste une mine d'or d'informations. Donc, n'hésitez pas à mobiliser des études de marché pour connaître votre réalité business, qui est votre réalité consommateur. Donc, quelles sont les rubriques? J'ai envie de faire une étude de marché. Quelles sont les rubriques que je dois renseigner pour pouvoir faire une étude de marché? Donc, la première partie, c'est un contexte. Quel est le contexte global de votre marque, de votre produit? Quel est le marketing objectif? Pourquoi je fais une étude de marché? Et là, je dois être clair et pointu. Parfois, je suis exposé à des problématiques d'études de marché où vous avez 10 questions, 20 questions, pardon, 20 marketing objectifs, 10 marketing objectifs. Et là, on doit être vraiment pointu pour pouvoir cerner la problématique qu'on est en train d'approcher, qu'on est en train de chercher. Donc, quel est mon objectif marketing? Quels sont mes research objectifs? Quels sont mes objectifs de recherche? Là aussi, je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un cours, le slide, là, c'est un cours qu'il faut donner sur plusieurs séances. Je laisserai le soin à mes amis des études de marché qui sont beaucoup plus expérimentés pour pouvoir le faire. Donc, quels sont mes research objectifs? Quel usage je vais faire de des résultats? Si demain j'ai des résultats, qu'est-ce que j'en ferai? Quels sont les résultats qui vont driver telle ou telle action précise? Donc, je suis sur une étude, je sais d'ores et déjà que je vais avoir 3-4 résultats ou 4 typologies de résultats parce que j'ai mobilisé telle ou telle méthodologie. Et donc, je dois renseigner à la base dans mon brief d'études de marché que je vais donner à mon cabinet d'études de marché. Je dois renseigner quel usage je ferai des résultats et quels sont les résultats spécifiques qui vont driver des actions spécifiques. Quelle est ma cible? On ne peut pas faire d'études de marché pointues sans ma cible pointue. Quels sont les matériaux, le matériel dont j'aurai besoin? J'ai besoin d'exposer des vidéos, j'ai besoin de tester des publicités par exemple, donc je vais avoir besoin d'exposer des vidéos à des consommateurs, etc. J'ai besoin de ramener le produit, donc essayer d'expliquer au maximum, d'expliciter tout le besoin en termes de matériel dont vous aurez besoin pour faire une étude de marché. Quel est le timing précis? Peut-être que j'ai un lancement de produit et que j'ai une contrainte de timing précis pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir décider du lancement précis de mon produit. Donc le timing est quelque chose de capital dans ce type de problématique. Et puis, une notion qui m'est très chère et peut-être la plus chère dans tout ce que j'ai raconté, c'est quel est mon budget. Je reviens sur cette notion-là. Alors, on ne peut pas faire de marketing sans une clarté sur son budget.
avoir un budget clair en tête, c'est quelque chose qui va vous permettre d'économiser énormément de temps. C'est un conseil que je donne à toutes les entreprises. Soyez clair sur vos budgets. Vous donnez un budget, ayez confiance en vos agences, ayez confiance en vos cabinets de recherche, ayez confiance. Jusqu'à preuve du contraire, ayez toujours confiance. Donc, partagez vos budgets. Ça veut absolument pas dire que si vous partagez votre budget, voilà, le cabinet ou l'agence de communication va surenchérir ou là, partager des coûts qui vont être biaisés. Ça veut absolument pas dire ça. Ça veut juste dire que l'agence en marketing ou bien le cabinet de recherche va avoir une direction très claire, pointue sur le dimensionnement de votre étude. Avoir 50 000 dirhams de budget, ça veut pas dire, ça veut pas c'est une situation qui ne veut pas, qui va donner une dimension précise à un type de recherche. Si vous avez 1 million de dirhams de budget, c'est un dimensionnement complètement différent. Et donc, le budget va vous permettre de faire un énorme saving sur votre temps. Si vous ne donnez pas de budget, c'est beaucoup d'allers-retours avec le cabinet. Et donc, évitez les allers-retours, allez directement straight to the point pour pouvoir économiser votre temps, économiser votre énergie. Le budget est capital en marketing. On ne peut pas faire de marketing sans budget. Euh, c'est quelque chose que je partage avec tous mes clients, tous mes étudiants, avec tout le monde. Le marketing égale un budget clair. Donc, juste après, ce que j'ai fait, c'est j'ai mes rubriques d'études de marché, je les ai partagées, j'ai partagé un brief études de marché avec mon cabinet, j'ai les résultats, ces résultats-là doivent être communiqués en entreprise. Les rapports d'études de marché, généralement, c'est des rapports qui sont assez riches. On parle de quarantaine de slides, pour ne pas dire centaines de slides, donc cinquantaine ou centaines de slides minimum. Toute votre entreprise ne va pas avoir la capacité de lire ça, surtout au top management. Ne va pas avoir la capacité de lire une étude de marché complète. Quand vous avez des études de marché à 200 slides, moi j'ai vécu des situations avec des études de marché à 200 slides, votre top management ne va pas pouvoir lire ce rapport-là. Donc vous devez avoir la capacité de créer un summary de votre étude. Donc ce summary, il va avoir plusieurs rubriques, il va être constitué de plusieurs rubriques. Toujours le contexte et le marketing objectif que vous avez dressé de votre brief, toujours les research objectifs. Mais là, ce que vous devez rajouter, c'est la méthodologie. Comment vous avez approché de manière méthodologique votre problématique d'étude. Quels sont les résultats clés. Et quand vous allez dresser les résultats clés, vous devez avoir une vue spécifique sur les nouveautés. Quelles sont les nouveautés, ou bien la nouveauté qui a été créée, qui a été découverte, pardon, dans cette étude-là. Vous avez certains résultats. Si les résultats sont homogènes, cohérents avec tous les résultats des études passées, ben ça va être, vous pouvez continuer sur la même ligne d'activité, sur les mêmes décisions que vous entreprenez en marketing. Par contre, si vous avez une nouveauté sur ces résultats, là, par contre, vous devez agir différemment. Et donc, juste à la fin de votre research summary, ce que vous devez faire, c'est établir des recommandations claires. Quelles sont les décisions, quelles sont les actions et quels sont les next steps que vous recommandez juste après cette étude de marché. Donc, je finis mon intervention sur la notion d'insight. Donc, j'ai parlé tout à l'heure dans le deuxième slide, je pense, sur cette notion d'insight, troisième slide, notion d'insight. Et donc, un insight, c'est en quelque sorte un résumé, le résumé de ce que pense votre client de votre catégorie ou de votre produit ou de votre marque précisément. Et donc, c'est un cheminement logique chez votre consommateur qui va venir d'une intention. Donc, votre consommateur il veut acheter tel ou tel produit. Je veux acheter une bouteille d'eau parce que j'ai besoin de boire. Je pense que l'eau du robinet n'est pas une bonne eau. Ou que l'eau du robinet, par exemple, ou là parce que je sais que c'est une eau qui est riche en minéraux, etc. Mais j'aurais peut-être une barrière.
La barrière, ça peut être, mais pour moi, toutes les marques sont les mêmes. Il n'y a pas de différenciation. Vous pouvez avoir une barrière spécifique par rapport à votre produit ou votre marque. Cette marque spécifiquement n'a pas de valeur ajoutée, ou cette marque a plus de sodium qu'une autre marque, etc. Si vous rentrez dans vous avez des consommateurs initiés qui peuvent rentrer dans ce type dans ce type de détails. Je suis dans le business de la voiture où je suis un consommateur qui rentre dans le marché de la voiture, qui va acheter sa première voiture. Il va acheter une première voiture parce qu'il a envie de se déplacer, niveau intention. Je veux acheter une voiture. Niveau motivation, parce que j'ai envie de me déplacer, parce que j'en ai besoin pour ma vie professionnelle. La barrière, c'est que je ne peux pas acheter telle ou telle voiture parce que je pense que la qualité n'est pas bonne. Et donc là, par exemple, on va avoir un insight positif sur tous les véhicules allemands où vous allez avoir énormément de consommateurs qui vont vous dire, je vais acheter une voiture parce que j'ai envie de me déplacer, mais je veux éviter une marque venant d'un pays X ou Y et je veux plutôt avoir une marque d'origine allemande parce que ça signifie que voilà, ça va durer. C'est des véhicules qui vont avoir une cote de vente assez élevée quand je finirai, quand je voudrais vendre cette voiture-là, qu'il va garder une cote assez intéressante à la revente. Donc, connaître votre consommateur, c'est connaître l'insight de votre consommateur. Et l'insight, c'est une méthodologie qui va venir de trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'intention de votre consommateur. Ça se matérialise chez le consommateur par cette phrase, je veux. Je veux parce que. Donc, le parce que, c'est un niveau motivation, mais j'ai toujours des barrières, des contraintes. Si on n'avait pas ces contraintes, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez sur le marché. Vous avez un produit ou un service, on serait vraiment dans des logiques de concurrence pure et parfaite et de logique économique. Donc votre consommateur sera rationnel, vous allez partager votre produit sur le marché, il va être acheté, vous n'avez besoin de rien faire. Ça, ce n'est pas la réalité. C'est de la théorie. La réalité est affinée. La réalité va être beaucoup plus appréciée avec des notions réelles. Et au cœur de ces notions réelles, ces approches réelles, vous allez retrouver cette approche d'insight. J'espère que je n'ai pas été assez long et lourd. Je vous remercie pour votre attention. Je vais essayer juste de voir si je peux prendre des questions sur peut-être 4-5 et je suis à vous. Consommateur client. J'ai une question sur Jelsi Karim et Haj sur le cas B2B versus B2C. Je dirais que c'est exactement la même chose. Vous pouvez affiner time please, Badr. Ok. Vous pouvez affiner votre lecture de votre consommateur, les insights que ce soit dans un business B2C ou B2B. Je dirais que c'est la même chose. Ce n'est pas la même méthodologie, ce n'est pas la même richesse d'informations, mais vous pouvez très bien le faire. La démarche peut vivre en B2C comme en B2B. Comment on peut conduire sur le plan méthodologique une étude de calcul des indicateurs de la rubrique statistique? Alors, très bonne question d'Yassi Mohamed Ait Babran. La question, a dit, elle est un peu délicate. Donc, généralement, on va se baser sur les études du HCP au Maroc pour pouvoir connaître de manière statistique combien de clients on a. Je pense c'est une réponse hâtive de ma part, rapide. Je pense qu'on peut pas avoir des résultats parfaits à 100%, mais on peut quand même approcher, je dirais, des agrégats qui peuvent vous donner une idée statistiquement, une idée, un a priori statistique sur votre cible qui peut vraiment vous donner une direction. Les persuaders peuvent être des leaders d'opinion, oui, c'est Mohamed, effectivement. Un exemple de plan de communication, si Badr, je vais venir avec un cours. Donc le prochain cours, ça va être un exemple de plan de communication. Donc je vais le faire par la suite. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça va vous être utile. Je remercie encore une fois toute l'équipe d'Al Qara Iftar, Badr Salah et toute l'équipe pour le magnifique travail qu'ils font. Bravo. Je remercie tous les autres profs. À la semaine prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim. J'espère que le confinement va finir bientôt. J'espère que Qara Iftar va continuer, qu'on verra des initiatives cette fois réelles et durables. Allah ya'awnkoum. Merci.